Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus à votre émission 5 sur 5 sur la chaîne africaine de télévision. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous un artiste chanteur. Il s'agit de M. Didier Awadi. M. Didier Awadi est né le 11 août 1969 à Dakar. Il est de père béninois et de mère capverdienne. M. Didier Awadi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. D'abord, vous êtes à Ouagadougou dans le cadre de la 15e édition du Ciné Droit Libre. Exact. Alors, c'est toujours un plaisir pour vous d'être à Ouaga. C'est un vrai bonheur d'être à Ouaga, surtout en ce moment, je pense que c'est là même que je devrais venir beaucoup plus souvent, avec tous les troubles qu'il peut y avoir de temps en temps sur le territoire burkinabé. Je pense que c'est en ce moment-là qu'on doit être là. Et en ce moment, c'est très important d'être là pour Ciné Droit Libre, parce que Ciné Droit Libre pose des questions tellement essentielles dans nos sociétés que, voilà, en tout cas, ce festival me fait l'amitié de m'inviter depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, je porte la casquette Ciné Droit Libre à Dakar aussi. Donc voilà, pour moi, c'est toujours un honneur et un bonheur de venir. Oui, avec Ciné Droit Libre à Dakar, que faites-vous? On organise exactement le même festival à Dakar. Voilà. Donc, vous êtes répondant de Ciné Droit Libre à Dakar. Voilà, je suis l'antenne sénégalaise de Ciné Droit Libre. Et vous rendez compte à Abdoulaye Diallo. Et je rencontre Abdoulaye Diallo, notre général esclavagiste. Vous êtes en quelque sorte un employé dans ce cadre-là. En fait, on n'est pas en termes d'employeur et d'employeur, on est plus en termes de partenaire. Vous êtes des partenaires. Exactement. Et qui rencontre à qui? Tous les deux, on se doit mutuel. Comment ça? Expliquez-nous, comment ça? Non, les détails, on ne peut pas rentrer dans les détails dans le cadre de Dans le partenariat, c'est aussi la clarification, c'est aussi l'honnêteté, la clarté. Vous douteriez de mon honnêteté? Pas du tout. Je ne peux pas douter de votre... celle de Diallo? Non, pas du tout. Mais je me dis quand même que si vous travaillez dans le cadre d'un partenariat, ce n'est pas un secret. On peut en parler. Justement, c'est le cadre d'un partenariat. Et ce partenariat, c'est que moi, j'organise Ciné Droit Libre à Dakar. Et comme lui le fait ici. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Merci. Alors, Monsieur Didier Awadi, vous êtes avant tout un artiste chanteur. Votre domaine de prédilection, c'est le rap. Et vous avez commencé en 1989, pour ne pas dire dans les années 90, exact, avec le groupe Positive Black Soul. Alors, aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Alors, d'abord, pourquoi effectivement avoir choisi le rap? En fait, c'est bizarre, hein? Je suis de culture reggae, mon partenaire avec qui on a fait Positive Black Soul est de culture reggae. Mais le rap, c'est la musique de notre génération, voilà, on était danseurs de breakdance et de smurf, donc la musique qui accompagnait ce mouvement hip-hop, et cette danse qui s'appelait le breakdance et le smurf, c'était le rap. Et on est rentré dedans, voilà, parce que c'était une passion, parce qu'on aimait, ça faisait bien, parce que voilà, c'était la mode. C'est bien après qu'on a donné un contenu idéologique à nos textes et on a fait un peu attention à ce qu'on devait dire parce qu'on comprenait qu'il y avait une mission. Et pourquoi le rap, je ne sais vraiment pas. Mais en tout cas, c'était la mode et on est rentré dedans vraiment par mimétisme, avant nous-mêmes de comprendre que ça peut être un outil formidable pour éveiller les consciences. Oui, mais quand même, ça a été paradoxal, hein, parce que le rap n'est pas dans la culture sénégalaise. Le rap n'est pas dans la culture sénégalaise. Est-ce qu'il est dans la culture japonaise? Est-ce qu'il est dans la culture chinoise? Le rap est universel. Oui, mais aujourd'hui, le rap est universel. Quand on prend une voiture, on ne se demande pas d'où elle vient. On prend cette voiture, c'est là où on va qui est important. Oui, qu'est-ce qu'on en fait du rap, nous? Nous prenons le rap, nous le tropicalisons. Il ne vient pas peut-être du Sénégal, comme le reggae de Samska ne vient pas d'ici, comme le rap de Yélène ne vient pas d'ici. Mais qu'est-ce qu'on en fait, nous tous? Chacun prend ce truc et le tropicalise. Et à la fin, nous réclamons que nous faisons du rap africain, comme l'Américain qui a fait son truc, et toutes les musiques noires ont leur source ici en Afrique. Oui, voilà. Mais dans d'autres pays, par exemple, la Côte d'Ivoire, ou même au Burkina Faso, mais prenons l'exemple sur la Côte d'Ivoire, où on parle du zouglou. On sait que le zouglou est d'origine ivoirienne. On parle de rap en Côte d'Ivoire. Oui, mais justement, je suis parfaitement d'accord. On parle de reggae. Oui, exactement. D'origine jamaïcaine. Exactement. On parle de zouglou. Non, je suis parfaitement d'accord avec vous. Laissez-moi venir, monsieur Didier Awadi. Je veux dire par là que la Côte d'Ivoire, qui est beaucoup connue avec le zouglou, où on ambiance, où les gens s'amusent, c'est la distraction. Par contre, le rap
c'est une musique exploitée aujourd'hui par une certaine génération pour passer un message et des messages offensifs. Vous ne pensez pas qu'il y a un peu de l'exagération, si vous voulez, cette musique-là a été détournée à d'autres fins? Je ne comprends pas votre question, pour être très honnête. Alors, vous utilisez par exemple le rap, vous avez utilisé le rap pour dénoncer des faits dans votre propre pays et en Afrique. Oui, parce que, comme je dis, quand on a un micro, quand on est écouté, il faut savoir ce qu'on dit, quel impact ça va avoir. Et je pense qu'il faut pas, il faut assumer sa responsabilité. Nous autres, en prenant le micro, nous avons assumé la responsabilité de notre génération. Il y avait des changements, il y a des changements que ce continent peut et doit opérer. Et si nous pouvons aider à mettre une certaine pression pour que les choses évoluent, on a le devoir de le faire. On ne va pas fuir nos responsabilités. Les responsabilités de notre génération, on va les assumer. On va dire ce qu'il faut dire à nos peuples, on va dire ce qu'il faut dire aux dirigeants. Quelquefois, quand c'est compris, quand ce n'est pas compris, mais à l'échelle de l'histoire, les gens voient toujours que ce que nous avons dit est sincère. Oui, mais justement, je voulais dire ici, par exemple, pourquoi n'avez-vous pas choisi de puiser dans le terroir sénégalais pour vous exprimer? Nous nous inspirons de tout ce qui se fait de bien au Sénégal. Youssou N'Dour le fait, comme Ismaëlo, comme bien d'autres artistes sénégalais le font. La musique, vous parlez du zouglou, au Sénégal nous avons le mbalax. Oui. Il y a d'autres formes aussi, il n'y a pas que le mbalax, il y a d'autres formes. Mais je veux dire, c'est générationnel. Ma génération, nous c'est le rap. Vous êtes né quand même en 1969, hein? Et le rap est né quand? C'est la bonne question, à 10 000 $. Il y a un blanc, mais on continue. Donc, ce que je veux dire, j'aurais pu faire de la salsa. J'aurais pu faire du reggae. J'ai choisi de faire du rap. Et d'ailleurs, je n'ai pas choisi, c'est le rap qui m'a choisi. Et j'en suis heureux. Et aujourd'hui, quand je vois ce que mon groupe a fait, la graine qu'on a semée partout, ça fait la musique numéro 1 sur le continent, s'appelle le rap. Voilà. Et qu'on soit de 69 ou de 2019, on est dans un truc qui dépasse, qui a dépassé les frontières, qui est hybride, qui change de couleur, qui s'adapte, qui se transforme partout. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait le rap, et c'est ça qui fait la force. Et nous, quand nous faisons du rap, nous n'avons pas l'impression de faire un truc américain. Nous faisons un truc africain. Africain? Totalement africain. Tout en s'inspirant des Américains. Nous nous inspirons de Thomas Sankara, qui n'est pas américain, de Kwame Nkrumah, qui n'est pas américain, de Cheikh Anta Diop, qui n'est pas américain. Nous écoutons, évidemment, les collègues de partout dans le monde. Oui. On n'a rien contre le rap qui vient des États-Unis, rien contre le rap qui viendrait du Venezuela. Non, on s'inspire de tout ce qui est bon. Mais nos premières sources d'inspiration sont africaines et le message est panafricain. Alors, vous êtes né de père béninois et de mère capverdienne. Exact. Alors, vous êtes aujourd'hui sénégalais ou bien vous avez la tournée? Je suis un Africain avec un passeport sénégalais. Avec un passeport sénégalais. Un Africain comme tout autre, comme moi aussi. Hein? Bien sûr. Bien sûr. Ça, on n'a même pas besoin de... Oui, exactement. Alors, ici, ma question... Pourquoi avez-vous choisi justement donc la nationalité sénégalaise? Je ne l'ai pas choisi. Je suis né sénégalais. Sénégalais. Voilà, et franchement, j'ai rien choisi. Mais je suis très heureux d'être d'avoir ce passeport. Oui, mais pourtant vous êtes de père sénégalais et de mère capverdienne. De père béninois. De père béninois, oui, de père béninois et de mère capverdienne. Ils se sont rencontrés à Dakar. À Dakar, je suis né là. À Dakar. Mon père ne vit plus. Père son âme. Et ma mère, ils se sont rencontrés là-bas, je suis né là-bas, j'ai le passeport sénégalais. En fait, c'est pas une question qu'on se pose. On suit le fleuve, c'est tout. Exactement. Surtout quand on dit qu'on ne choisit pas là où on doit naître. Voilà, mais je suis de ceux qui récusent les frontières. Donc c'est pour ça que je préfère toujours préciser africain avec un passeport sénégalais. J'aurais pu avoir un autre passeport, je peux en avoir un autre. C'est pas pour moi le plus important. Tant qu'il est africain, c'est bon. J'aimerais bien avoir un passeport, par exemple, de l'Afrique, vraiment. Tu vois, le passeport africain, j'aimerais faire partie des premiers qui vont dire, avec ce passeport, je voyage partout, dans mon continent, et je lève la tête partout. Libre circulation des hommes, des biens. Alors, votre engagement dans le rap, le message porté, c'est justement que ça change en Afrique. Les régimes dictatoriaux,
la gabégie. Alors, en commençant d'abord par votre pays, le Sénégal. C'était à l'époque de Abdoul Diouf. Est-ce que vous avez l'impression que ce message est passé aujourd'hui? Assurément, quand on voit que nous, quand on commençait, on était une génération énervée. Et donc, on a commencé à parler, à être dur dans nos textes. Au début, les gens ne nous comprenaient pas. Et puis, au fur et à mesure, beaucoup de jeunes se sont ralliés à ce que nous disions. Et c'est ce gros mouvement de jeunes qui allait voter en 2000 qui a fait l'alternance. Et Wade est arrivé au pouvoir. Et donc, c'est pour vous dire que quelquefois, on fait des choses, on dit des choses, on ne s'en rend pas compte. Mais l'impact, nous, on a eu la chance de le vivre, de le voir, de le vivre, d'en être témoin. Donc oui, les choses changent. Aujourd'hui, il y a une autre alternance. Il y a d'autres collègues qui sont venus et qui au-delà même de la musique, faisaient des meetings. C'est le groupe Yanamar. Et ils étaient partout, inspirés de ce qu'on a fait, nous autres. Eux, ils se sont appropriés ça. Et voilà, il y a des alternances. Ça veut dire que tant que les peuples s'expriment par le verbe, ils ne vont pas prendre d'armes. Il faut qu'il y ait cette jeunesse qui s'exprime et qui exprime le besoin de changement. En tout cas, voilà, nous, c'est la mission qu'on se donne. Oui, mais M. Didier Awadi, depuis votre engagement, avec ce qu'on a vu déjà comme production dans votre environnement, est-ce que réellement, par exemple au Sénégal, c'est vrai qu'il y a eu de l'alternance, mais est-ce que les pratiques ont changé? C'est ça la véritable question aujourd'hui. Non, je ne pense pas que les pratiques vont changer parce que un DJ Awadi va faire un morceau. Non. Les pratiques, le problème, il est profond. Je pense que c'est des générations et des générations qui vont parfaire notre système. Ce n'est pas un chanteur, deux chanteurs, un groupe de chanteurs qui vont changer les choses. C'est chacun qui doit... Et c'est ma période de responsabilité. Excusez-moi si je reviens souvent sur ça. Allez-y. Mais c'est chacun qui doit essayer de faire changer les choses. Et de ne pas déléguer ce travail à quelques rappeurs ou quelques chanteurs. Non, chacun de nous, est-ce qu'on essaie de changer notre comportement individuel pour qu'au niveau général et collectif, on voit transpirer ce changement? Est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce qu'on le pratique individuellement? C'est aussi des questions qu'il faut amener à se poser. Oui, évidemment, il y a des questions qui ont évolué. Il y a beaucoup de questions. Par exemple aujourd'hui... Bon, on a parlé d'alternance. Par exemple, dans mon domaine d'activité, la culture, aujourd'hui au Sénégal, sur les cultures urbaines, c'est une question qui est prise en charge. Les droits d'auteur, les droits voisins, c'est des questions qui sont prises en charge. Je pense que au niveau local, quand il y a des élections locales, aujourd'hui, on fait attention à la gestion des collectivités. C'est sur des questions comme ça, nous sommes présents. Et nous suivons tout ce qui se fait chez nous. Oui. Donc, non, on voit beaucoup de raisons d'être optimiste. Et puis nous, on regarde le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide. Et évidemment, on voit des choses qui évoluent. Pas assez vite, mais ça évolue. Oui, mais M. Didier Awadi, moi je n'arrive pas à vous comprendre parce qu'au départ, votre combat c'était justement donc d'arriver à sortir la jeunesse sénégalaise d'une certaine misère. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que, par exemple, Dakar reste Dakar. Les quartiers précaires sont toujours là. Il y a toujours beaucoup de flux qui mènent la ville de Dakar et ainsi de suite. Il n'y a pas de changement véritable d'après certains observateurs. Ça, c'est d'après certains observateurs. Moi, je vois qu'il y a des changements. Il y a des changements pour vous. Il y a de quand les populations vivent dans la précarité, ça, c'est des changements pour vous. Donc, quand vous savez, si vous prenez la ville de New York, il y a de la précarité. Ne comparons pas. Non, parce que non, c'est un peu trop facile de dire, ouais, il y a toujours la précarité. Évidemment. Évidemment, les hommes ne sont pas égaux, les zones ne seront pas égales. Mais notre combat, à vous et à moi, c'est de ne pas fuir notre responsabilité et de faire que chaque parcelle change. Et pas seulement dans la dénonciation simpliste. C'est en faisant un travail sur le terrain et pas en se basant sur ce que les observateurs auraient. Avec ça, on peut amener des hommes sur Mars. C'est visible sur le terrain quand même. Ça, c'est visible. Vous connaissez très bien ces quartiers. Des quartiers dans lesquels même vous avez vécu. N'allez pas me dire aujourd'hui. Vous êtes venu à Dakar il y a combien de temps? Il n'y a pas une dizaine d'années. Il n'y a pas une dizaine d'années. Oui. Venez, vous verrez que Dakar a changé. Et je ne dis pas ça en applaudissant. Je dis que chaque... Abdou Diouf a fait un peu, Abdoulaye Wade a fait un peu, Macky fait un peu. C'est un processus normal. Oui. C'est un processus normal. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Je ne dis pas que tout va bien à Dakar.
je me battrai contre l'insalubrité. Et dans mon quartier déjà, nous commençons avec les jeunes du quartier à planter des cocotiers. Parce que nous avons décidé qu'un cocotier, c'est mieux que les arbres, les nimes qui étaient dans notre quartier. On a décidé de faire notre quartier, on a plein. Et chacun, si chacun fait ça chez lui, le pays sera plus beau. Donc c'est là que je reviens à ne déléguons pas nos responsabilités, ne tombons pas dans la critique, agissons et mettons en place nos rêves, essayons de les toucher et de les exécuter. Alors, vous avez mené la bataille pour obtenir l'alternance, effectivement, au Sénégal. C'est ce qui a d'ailleurs provoqué, entre guillemets, l'avènement au pouvoir de l'ancien président. Alors, aujourd'hui, Karim Wade est dans les mailles de la justice sénégalaise. Quelle est votre lecture? Il ne l'est plus là, il est sorti. Bien, il est sorti. Mais quelle est votre lecture, justement, donc, de cette situation? Non, pour moi, Karim, c'est un non-événement. C'est un non-événement? Ouais. C'est fini? Oui. Ah ben, il peut se présenter maintenant. Pour moi, c'est non-événement. Ce n'est même pas un sujet. C'était des règlements de compte? Ce n'est même pas un sujet pour moi de débat. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Ça ne vous intéressait pas du tout? La vie politique sénégalaise ne vous intéresse pas? Oh que si, elle m'intéresse beaucoup. C'est M. Karim Wade qui ne m'intéresse pas. Il y a eu quelque chose? Point. Il n'y a rien eu? Quoi? Est-ce que vous avez gardé? Il n'y a rien à voir. D'accord. Il n'y a rien à voir. Mais chaque individu sur cette terre a quand même ses appartenances. Oui, et c'est pour ça que je respecte son appartenance. Oui. Et respecter et souffrir du fait que je n'ai pas envie de m'exprimer sur ce cas qui pour moi est un non-événement. Politiquement, c'est un non-événement au Sénégal. En tant que citoyen sénégalais, quelle est votre appartenance politique? Moi? Oui, au Sénégal. Je suis du parti qui s'appelle Positive Black Soul. Parti qui s'appelle Positive Black Soul. Ouais. Ça, c'est votre propre organisation. Oui. Ben, ça, c'est... Vous n'êtes pas politique à ce que je sache. Je suis extrêmement politisé, je n'ai pas besoin d'être politique. Mais vous n'avez jamais fait la prison, parce qu'on dit que les bons politiciens, toujours, passent en prison. Vous vous considérez comme un bon politicien ou pas, vous-même? Ben, écoutez, moi, je... Vous voulez faire de la prison ou pas? Non, mais moi, je suis alors pas pourquoi vous me la souhaitez? Non, pas du tout. Je ne vous souhaite pas de faire la prison. Mais on ne vous voit pas, justement, donc, en prison? engagé. Donc, vous me voyez en prison, il faut être engagé pour aller en prison. Mais regardez, par exemple, vous avez des hommes de votre génération qui se sont battus, qui ont eu mal, là, à partir avec la justice, avec les forces de défense et de sécurité. J'ai eu l'impression que chez vous, ça n'a pas été le cas. Donc, vous avec voulez que moi j'aille... depuis 89. Vous voulez que j'aille en prison? Non, je ne vous souhaite pas la prison. Je ne vous souhaite pas la prison, mais je dis que votre niveau d'engagement aujourd'hui n'est pas, tant que je ne fais pas la prison, il n'est pas solide. Non, ce n'est pas ça qu'il est question aujourd'hui. Prenons l'exemple sur Valsero. Valsero, voici un grand, un battant qui a fait la prison. Vous également, vous êtes un grand battant. Mais donc je devrais faire de la prison? Non, pas du tout. Votre logique. Pas du tout, mais vous savez mettre le pied là où il faut, au moment où il faut, et au moment aussi où il ne le faut pas. Vous êtes stratège, c'est ce que je veux dire. Écoute, je ne sais pas si je suis stratège, je suis tel que je suis. Écoutez, vous savez, la case prison, pour parler sérieusement, tout le monde peut y arriver, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas quelque chose à fuir, ce n'est pas quelque chose à éviter, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. Vous pensez que Valsero, c'est une étoile de dire je suis allé en prison? Quand on est en prison, ce qu'on vise, ce n'est pas agréable. Donc, je pense qu'il faudrait souhaiter à personne d'y aller. Et souhaiter à tous ceux qui sont dedans que Dieu leur donne la force de vivre cette épreuve de la manière la plus douce, parce que ce n'est pas facile. Et donc, quand nous parlons de prison, je pense qu'on doit avoir beaucoup de compassion pour ceux qui sont dedans. Et ce n'est pas une médaille qu'on met sur une poitrine pour dire « T'as vu, j'ai fait de la prison, moi je suis un révolutionnaire ». Ce n'est pas ça qui définit est-ce que... C'est pas une gloire. Ce n'est pas ça qui définit est-ce qu'on est révolutionnaire, activiste, combattant ou pas. D'accord. À mon avis. D'accord. C'est votre point de vue que nous respectons d'ailleurs. Monsieur Didier Awadi, nous allons poursuivre avec vous. Alors, aujourd'hui, l'Afrique est également frappée par cette question de l'exode, si vous voulez, ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui la Méditerranée. On a l'impression qu'au fil des années, les choses ne bougent pas, à l'avantage justement donc de ces jeunes Africains. Oui, c'est vrai que quand un dirigeant ne respecte pas les promesses de recréer le bonheur chez son peuple, le peuple se dit je vais aller vers là où j'ai l'impression que mon bonheur pourrait être.
Et quelquefois, on vit des choses, ces gens, parce que j'ai interviewé beaucoup de candidats à l'Exode, et c'est chaque fois des histoires particulières et tragiques. La personne te dit, je dois partir pour sauver ma famille, je dois partir pour sauver, pour écrire ma vie, je dois partir, quelle que soit la raison, mais c'est toujours une raison tragique. Quand tu creuses un peu, et il sait que c'est 50-50 en partant, que je peux mourir dans le désert, je peux mourir en mer, mais il dit, je pars quand même. Parce que d'autres sont partis, ont réussi. Je suis un garçon, je vais y aller. Voilà. Mais si j'y vais, si je réussis, je sauve ma famille. Très souvent, ils partent parce que chez eux, on a pillé leurs ressources. On a peut-être empoisonné l'eau pour extraire de l'or. On a peut-être pris leur pétrole. Et à partir de là, ils vont là où va leur pétrole. On a pris leur gaz, ils vont là où va le gaz. On a pris l'or, ils iront là où est l'or est déposé. Là et c'est normal que les Africains puissent voyager. Moi, je ne fais pas de campagne contre ce qu'ils appellent l'immigration clandestine. Non. Je voudrais que chaque Africain ait le droit de voyager. Parce qu'il est être humain. Et qu'il aille partout où il a envie d'aller. Vous ne faites pas de campagne contre l'histoire immigration clandestine. Non, parce que c'est un concept occidental qu'on nous impose. Et on nous dit, il faut en parler parce que c'est pas bien. Aïe, pourquoi je vais en parler? Les miens doivent pouvoir voyager. Moi, je voyage. Et ça m'enrichit. Oui, mais le voyage, mais de façon légale. Mais donc, on doit se battre pour que chaque Africain puisse voyager légalement. Vous avez un passeport. Beaucoup d'Africains n'ont pas de passeport. Justement, notre combat doit être que chaque Africain doit pouvoir voyager légalement. Et quand il va demander un visa, qu'on le respecte, qu'on ne le mette pas dehors à attendre. Et chaque fois qu'on demande un visa, c'est comme si tu vas réussir à un examen ou bien tu dois prendre tes tests par rapport au sida. Est-ce que tu es reçu ou recalé? C'est honteux. Pour moi, c'est injurieux. Pour moi, c'est de la négrophobie. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on déplace le débat ou bien qu'on prenne le combat des gens et qu'on nous le fasse porter. Je ne ferai pas ce combat. Pour moi, le combat, c'est que plus jamais on puisse dire à un Africain, tu n'auras pas de visa parce que tu es noir et pauvre, parce que tu es noir et pauvre et musulman. Oui, mais quand on demande le visa aussi, mais il va falloir qu'on sache où tu vas et pourquoi. Si vous-même, vous commencez à être le flic de ces gens, il y a un problème. Je ne suis pas le flic de ces gens, mais je raisonne de façon objective. Si quelqu'un a envie d'aller en vacances, je ne sais pas, à Barcelone, on s'en fout, il n'a qu'à aller en vacances. Il peut venir de Pau et puis il va là-bas. Oui, parce que les gens de là-bas aussi viennent. Quand ils veulent avoir des vacances. Mais il y a des règles. C'est ça qui est normal. Il y a des règles. Sans aucune règle. Pourquoi on n'applique pas les mêmes règles? Voilà ma question. Oui. Je voudrais qu'il y ait une exacte réciprocité, mais pas de raison fallacieuse de nous écarter et de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Quand on parle de civilisation universelle, quand on parle le monde est un grand village, nous sommes exclus de ce village. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, on doit tout faire pour que, voilà, tu as ta pièce d'identité, ton titre de transport, ton passeport, tu dois pouvoir voyager. Et qu'on ne te pointe pas du doigt. Attention, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On n'est pas la misère du monde. Je pense que c'est tellement insultant que nous acceptions ça et que nous laissions faire. On a trop laissé faire. Et ce n'est pas normal. C'est une situation qui n'est pas normale, qui perdure et que nous intégrons. D'accord. On ne doit pas intégrer ça. On doit rejeter ces concepts. Parce que c'est de la négrophobie, c'est du racisme. Et quel est votre combat pour ça, Mon combat, je suis en plein, en déjà décryptant ce qui se passe réellement, en essayant de faire partager cette idée à un grand nombre pour que nos autorités s'en emparent et qu'elles puissent dire à leurs homologues, écoutez, si on a un visa, il faut un visa dans telles conditions pour aller chez vous, ce sera la même chose pour venir chez nous. Déjà. Si on applique la réciprocité, il y aura déjà du respect. D'accord. Mais pour le moment, nous ne sommes pas respectés et nous acceptons de ne pas être respectés. D'accord. Est-ce que vous êtes contre le franc CFA? Évidemment que je suis contre le franc CFA. Je ne vois pas un Africain doué qui a un cerveau, qui est bien constitué, qui pourrait accepter qu'on ait une monnaie coloniale. Pourtant, beaucoup de responsables en Afrique
semblent ne pas être d'accord. Non, si eux-mêmes, ces mêmes responsables, en cas dans la zone Afrique de l'Ouest, vont vers une monnaie qu'ils appellent l'éco en 2020, ce qu'ils ont compris, c'est que les peuples disent. Les peuples sont allés plus rapidement que les dirigeants sur cette question du franc CFA. Oui. Parce qu'il y a un problème de souveraineté. Tu ne peux pas utiliser la monnaie de ton colon et te dire indépendant. Tu ne peux pas déléguer encore une fois tes responsabilités et de dire à celui qui t'a colonisé, qui t'a esclavagisé, bon, tu sais, j'ai un peu d'argent, mais comme tu es mon maître, garde-moi mon argent. Moi, je suis un enfant irresponsable. On nous infantilise. Même notre argent, là, c'est eux qui vont gérer ça pour nous. Pourquoi? On est indépendant. On gère notre bourse. Avec les sacrifices qui vont aller avec. On nous dit non, vous ne pourrez jamais gérer une monnaie. Bon, la Gambie gère sa monnaie. Est-ce qu'il y a un problème? Le Cap-Vert gère sa monnaie. Est-ce qu'il y a un problème? Donc nous autres, là, tous les pays là, on est tous des enfants, on ne peut pas gérer notre monnaie. C'est eux qui doivent gérer notre monnaie. Alors, monsieur Didier, ça veut dire, oui, et puis, oui. Tu bats la monnaie, c'est toi qui nous donnes, et tu gardes même les réserves chez toi. Et tu nous dis on est indépendant. Il faut qu'on sorte de là. Alors, monsieur Didier Awadi, vous touchez du doigt une triste réalité. Vous-même, avant de commencer cette émission, vous m'avez parlé de Paris, de la France. Alors, beaucoup d'artistes aujourd'hui, quand on parle d'Europe, tout de suite c'est la France. Les hommes politiques, surtout quand on est aux affaires, tout c'est la France. Et j'ai l'impression souvent que nous voulons une chose et son contraire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, je peux savoir c'est quoi la chose et c'est quoi le contraire en fait. Mais la chose c'est qu'on ne veut pas être colonisé, mais on veut tout le temps être chez le colonisateur, on veut tout le temps dormir chez le colonisateur, on veut tout le temps déposer nos ressources financières chez le colonisateur, on veut tout le temps s'éduquer chez le colonisateur, on veut tout le temps être intelligent auprès du colonisateur. Ça, c'est vouloir une chose et son contraire. Vous avez dit on veut tout le temps. Je ne me sens pas concerné par ce on. Donc à partir de là, je ne me sens absolument pas concerné par ce on. Je vis au Sénégal. Oui. J'ai grandi là. Je suis né là. Je fais le tour du monde. Ma plus grande fierté, j'ai fait 44 pays dans l'Afrique. Je suis allé partout dans le monde. J'irai en France, j'irai aux États-Unis, j'irai à Honolulu, partout où je veux. Oui, mais justement, au regard de la situation... J'irai partout parce que ne confondez pas aller dans un pays et adhérer à la politique impérialiste de ce pays. Si je vais en Angleterre, est-ce que j'adhère à ce que l'Angleterre a fait en Inde? Non. Si je vais aux États-Unis, est-ce que j'adhère avec ce que les États-Unis font partout dans le monde? Mais pourquoi je n'irai pas en Jamaïque? Pour moi, c'est exactement pareil. Pour moi, c'est exactement pareil. Quand je viens à Ouagadougou, c'est exactement comme quand je vais à Marseille ou à Lisbonne. Pour moi, c'est exactement pareil. Et voilà. Et j'aime tous ces peuples que je vois là-bas. Je n'ai pas de problème avec les peuples qui sont là-bas. Je n'ai pas un sentiment anti-français. Vous n'avez pas de sentiment anti-français? Aucunement. En Afrique, vous n'avez pas de sentiment... Vous n'êtes pas... je devrais avoir un sentiment anti-français. Oui, parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que la situation que les trois pays du Sahel... Donc vous avez un sentiment anti-français? Je n'ai pas un sentiment, mais c'est exceptionnel de vous entendre dire que vous n'avez pas un sentiment anti-français. Non, je suis contre l'impérialisme. Vous êtes particulier. Ah, j'espère être particulier. Vous êtes très particulier aux autres Africains. J'espère être particulier. J'espère être particulier. À la majorité de ces habitants aujourd'hui qui sont victimes d'attaques terroristes, vous ne compatissez pas, vous ne ressentez pas la même douleur. Ne mettez pas des mots qui ne sont pas de ma bouche. C'est une impression. C'est une très mauvaise impression. Parce que je vous dis que je ne suis pas contre le peuple français. Vous voudriez que je sois contre le peuple français. Je suis contre l'impérialisme français. Est-ce que vous faites le distinguo? Vous êtes contre la politique française en Afrique? La politique impérialiste, néocoloniale française, celle qu'on appelle la France-Afrique, je suis contre. Je suis un de ses plus grands promoteurs de cette lutte contre la France-Afrique. Est-ce que j'ai un problème avec le paysan français? Non. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Est-ce que je suis raciste? Non. Techniquement, je ne peux pas l'être. J'ai trop de métissage dans mon corps. Non, nous ne confondons pas.
Et puis, je ne vous permets pas de dire que je ne compatis pas quand il y a des attaques terroristes. Non, ce n'est pas... Je pense que les mots que vous avez employés sont trop forts, inappropriés. C'est vrai, ils sont... Monsieur Didier Awadi. Non, permettez-moi de m'indigner. Je ne vous impute pas. Non, permettez-moi de m'indigner sur cette question. Allez-y. De m'indigner sur cette question. À la frontière Mali-Niger, il y a 70 personnes militaires qui ont été tuées. Oui. Et je trouve insultant que vous me dites qu'on ne s'incline pas devant tous ces morts. Pour moi, ce n'est pas du jeu. Pour moi, ce n'est pas un show télé. Pour moi, c'est des vies humaines africaines. Oui. Pour moi, c'est très sérieux. On ne rigole pas avec ce sang de ces frères qui sont tombés. Voilà, je voulais qu'on clarifie ça. Merci beaucoup, Monsieur Didier Awadi. Je sais que vous êtes très humain. Je sais que vous êtes africain. Je sais que tout ce qui touche à la vie d'un Africain, vous êtes très sensible. Donc, je crois qu'aujourd'hui, votre engagement aux côtés des Africains, votre engagement pour le mieux-être des Africains est véritablement avéré. Mais quelle lecture faites-vous justement donc de ces attaques terroristes au Niger, au Mali et au Burkina Faso? Dans le Sahel en général? Oui. Écoutez, ma lecture, je reviens sur le même thème. Depuis nos indépendances, nous avons délégué nos responsabilités. On nous a dit, ne vous occupez pas de vos armées, on va s'en occuper pour vous, on va avoir des accords de défense. On a vite signé. On a signé notre arrêt de mort. On a délégué nos responsabilités. Je reviens à ça, ça me fatigue en ce moment. Je pense que si c'est un livre que je dois écrire, ce n'est même pas une chanson. Nous déléguons nos responsabilités. On l'a fait par rapport à la bourse, par rapport à la poche, par rapport à la popote. Et celui qui nous donne à manger nous dit que c'est volonté. OK? Aujourd'hui, par rapport à nos armées ne sont pas formées. On n'a jamais voulu le faire. On ne l'a jamais fait sérieusement. Oui. On n'a pas investi dans ça. Dans notre sécurité, on a voulu déléguer notre sécurité. Eh bien, celui qui a la force qu'on a délégué... C'est qui? Celui qui a la force va nous convoquer à Paris. On sera obligé de venir. La France. Évidemment. Parce que nous avons fui nos responsabilités. Et c'est de ça qu'il s'agit. S'il y a du terrorisme un peu partout et des groupes qui aujourd'hui peuvent s'amuser dans le Sahel, c'est parce que nous n'avons pas d'armée forte. Parce que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Je n'accuse pas les présidents qui sont là en ce moment. C'est tout un processus dans lequel nous avons fui nos responsabilités. Et il y a beaucoup de questions sur lesquelles l'Afrique a fui ses responsabilités. L'Afrique n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, on en paye le prix. En sang et en cadavre. Alors aujourd'hui, l'Afrique n'a pas su prendre ses responsabilités, c'est ce que vous avez dit, mais vous n'accusez pas également les chefs d'État qui sont là actuellement. Alors c'est un processus qui est beaucoup plus long, c'est trop facile de dire ouais c'est rock, c'est Issoufou. Non, ça va plus loin. Eux, ils en payent le prix. Le prix, oui. Ils en payent le prix. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ça ne va plus donner la tête. Parce que ton armée n'est pas prête. Mais comment se fait-il justement que les armées africaines du G5 Sahel, des pays du G5 Sahel n'arrivent pas à faire face à cette terrorisme? Pendant longtemps, c'est ce que je vous ai expliqué, pendant longtemps, on a eu des accords de défense. Donc chaque fois que ça chauffe un peu, tu appelles, hé, vieux père, voilà ton fils. Viens m'aider. Ok. Donc quand ça chauffe à l'intérieur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce sont les accords qui ont permis à la force Barkhane de s'installer à Kidal? S'il n'y avait pas d'accord, s'il n'y avait pas d'accord, ils ne seraient pas venus. S'il n'y avait pas d'accord, ils ne sont pas venus. Nous-mêmes, on a signé ces accords. Aujourd'hui, on les récuse, mais c'est nous-mêmes on a signé. Voilà pourquoi Macron dit, bon, venez, vous avez signé, clarifiez votre position, pourquoi vous me mettez face au mur? C'est nous, on a signé. Alors, la rencontre a été repoussée suite justement donc, à l'attaque de Inates, qui a fait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, plus de 70 morts. Alors, quelle est, selon vous, la politique que l'Afrique devrait, par exemple, imposer, entre guillemets, à la France pour résoudre ces questions-là? On n'a rien à imposer à la France. On doit s'imposer à nous-mêmes d'avoir des armées fortes, professionnelles, et mettre de l'argent dans la sécurité. Une armée commune? Déjà des armées fortes dans chaque pays et des armées communes. Forcément.
Quand Kwame Nkrumah dit on veut une armée commune, il avait anticipé. Et les autres ont dormi en classe. Il n'est pas là aujourd'hui. Et je pense que là, il devrait avoir très mal. Parce qu'ils avaient anticipé. Quand Sankara et Rawlings essayaient de se mettre ensemble, ils avaient anticipé. Malheureusement, ils ne sont pas là. Bon. Donc je pense que une des premières réponses, c'est mettre de l'argent dans tout ce qui est militaire. Et ne pas... il faut qu'on arrête d'être naïf. Il faut mettre de l'argent dans l'armement, s'armer solidement. Et puis diversifier aussi nos partenariats avec les puissances qui pourraient nous accompagner dans cette lutte contre l'extrémisme. Oui, monsieur Didier Awadi, est-ce que ceux qui se battent aujourd'hui dans le Sahel, l'ennemi commun, est-ce que vous ne pensez pas peut-être que par moment, ce sont nos propres frères? Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des Africains, quelque part, révoltés, manipulés? Non, je ne pense pas ça. Vous ne pensez pas ça? Non. Je ne peux pas comprendre que parce que tu es révolté, tu vas tuer des frères à toi, juste parce que tu es révolté. Tirer sur des gamins, faire exploser des femmes. Non. Pour moi, ce n'est pas la bonne révolte. Ce n'est pas la bonne révolte? Non. Rien ne doit justifier. Ce n'est pas être africain, ça? Non, africain, ce n'est pas aussi être un ange. On n'a jamais dit que les Africains sont des anges. Ce n'est pas ça le projet. Mais rien ne doit justifier ces méthodes criminelles. Rien ne peut légitimer ça. D'accord. Alors, M. Didier Awadi, nous allons revenir dans le showbiz. Alors, vous ne faites pas seulement que de la musique. Vous êtes un businessman. Ouais. Beaucoup aimeraient savoir. Que faites-vous au-delà de la musique? Au-delà de la musique, j'ai une boîte de communication et une boîte de production qui s'appelle, c'est un groupe qui s'appelle Studio Sankara. Donc nous faisons du cinéma, nous produisons du contenu que nous vendons, nous faisons beaucoup de publicité. Aujourd'hui, en termes d'audiovisuel, je pense que nous sommes une des boîtes les plus pointues au niveau du Sénégal. Et donc on a aussi une boîte où on loue de la sono, mais ça il y a très longtemps on a commencé. On a une boîte de sécurité, on fait plein de petites choses comme ça, mais toujours plus ou moins de l'événementiel sur des gros trucs. Donc voilà, pour nous c'était une façon de répondre à notre besoin d'indépendance, parce que si tu n'es pas indépendant, on peut faire de toi ce qu'on veut. Et donc nous on voulait avoir nos propres moyens pour faire tout ce qu'on voulait faire, parce qu'à un moment nous avons signé en Angleterre, donc il fallait pour enregistrer un album aller en Angleterre ou en France. Donc on s'est dit non, mieux va avoir les moyens de production chez nous. Sur place. Et on a formé des gens aujourd'hui qui ont du boulot. Voilà. Aujourd'hui sur l'audiovisuel aussi, les gens sont formés, ils sont les meilleurs, ils sont dans tous les grands films qui se font dans la sous-région. Ils sont formés par chez nous. On loue du matériel aussi haut de gamme on a fait des investissements. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on fait, parce que pour nous, il faut être indépendant. Il faut être indépendant parce que sinon, tout ce que j'ai envie de dire, je ne pourrais pas le dire. Parce qu'à un moment, la main qui va me nourrir va me dire tu n'auras plus à manger si tu continues. Oui, mais entre nous, quand on fait du business à la taille de la vôtre, du vôtre plutôt, est-ce qu'on peut tout le temps dire ce qu'on veut réellement? Mais bien sûr. Est-ce que par moment, bien sûr, parce que justement, on est Est-ce que par moment, vous ne... Je dépends de personne pour vivre. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je dépends juste de mes clients plutôt. Mais justement, vous avez besoin de cette partie de la clientèle aussi pour vivre. Non, vous faites de la production, vous faites de la communication. Je m'appelle Studio Sankara, donc il y a une éthique. Est-ce que le Studio Sankara, pour illustrer Thomas Sankara, vous pensez que ces idiots suffisent? Pour le moment, ça me suffit. Est-ce que je suis heureux? Oui. Est-ce que les gens qui travaillent avec moi sont heureux? Oui. Est-ce qu'ils sont payés chaque mois? Oui. Ah, ils sont payés chaque mois? Oui. Et est-ce que nous payons nos impôts? Est-ce que nous payons la TVA? Il n'y a pas d'arriéré. Vous payez les impôts normalement? Et la TVA. Et la TVA? Ouais. Alors, dites-moi, si ce n'est pas un secret, les impôts, la TVA, ça vous coûte combien? Beaucoup. Oui, mais donnez un chiffre. Non, je ne vous demande pas votre salaire. Non, mais écoutez, le salaire, ce n'est pas un secret. Vous Ouais, voulez que je vous donne? Oui. Non, mais attendez. Alors, monsieur Didier Awadi, nous poursuivons avec vous. Alors, vous êtes marié? Oui. Père de? 4. 4 os. 2 filles, une fille, garçon, 4. Quel est véritablement votre projet dans l'immédiat et dans le long terme?
Oh, les projets, il y en a beaucoup. Il y a des films sur lesquels on est. Il y a un film justement sur le CFA qu'on est en train de faire. J'ai envie de faire le point de vue du lion, la deuxième version. Parce que pour moi, il faut que chaque fois que l'Afrique revienne avec son point de vue sur les questions de chasse, comme on dit. Et voilà, il y a ça, il y a Positive Black Soul, mon groupe, on fête donc les 30 ans, on est en train de faire un album à notre rythme. Et voilà, il y a plein de projets autour de la musique aussi. Ah oui, j'ai vu totalement que vous êtes devenu très sage. Ce n'est pas comme au début. Ah ouais. Plus de l'excitation. Il y a beaucoup plus de responsabilités maintenant. Donc, j'essaye. Oui, c'est ça. Et c'est très important aussi pour un artiste de votre trempe. On n'a pas besoin justement donc de s'envoler. Non, vous dites qu'avant j'étais pas sage. Non, avant, au début. J'étais sage, moi. Oh, non, au début, non. J'étais pas le cas. Si, ma mère a dit que je suis sage. Depuis? Ouais. Elle vous a dit ça il y a longtemps quand même. Non, elle me dit ça tout le temps. Tout le temps. Alors, merci beaucoup, Monsieur Didier Awadi. Merci. Et on s'achemine en tout cas vers la fin de cette émission, mais on a encore la possibilité de vous poser quelques questions. Alors, s'il y a un homme sur cette planète-là, sur cette terre, ou si vous voulez particulièrement en Afrique, que vous aimeriez ressembler, ce serait qui? Waouh! Si je dis Thomas Sankara, c'est trop facile. Mais en tout cas, pas ressembler, parce que je n'ai pas envie de ressembler à qui que ce soit, mais j'aurais aimé le connaître. Parce que je ne l'ai pas connu du tout. Il y en a qui pensent que je le connais, non, je ne l'ai jamais connu. Même quand il était au pouvoir, je ne suis jamais venu ici. Mais j'aurais aimé le connaître. Parce que il y a beaucoup de valeurs qu'il a prônées, qu'il a vécues sincèrement en les prônant. J'aurais aimé ressembler à ce monsieur. D'accord, mais vous le dites par là que c'est votre idole. Ah oui, c'est clair, c'est un peu connu. Donc c'est lui que vous ressemblez clair. même. D'accord. Alors, déjà, quels sont vos rapports avec le pouvoir sénégalais actuellement? Le pouvoir sénégalais, ça Macky va. Macky, oui, c'est notre président. Vous entendez très bien? Je le respecte, c'est notre président de la République. Quand il y a des choses qui ne vont pas dans le pays, nous invitons au débat, on le dit clairement. Voilà, c'est notre rôle, il sait que c'est notre rôle, il est dans son rôle, on est dans le nôtre. Oui. Voilà, maintenant, est-ce qu'on a du respect? Oui, beaucoup de respect pour l'institution du chef de l'État et pour le grand frère qui est aujourd'hui président de la République. Alors, vous allez vous regarder donc cette caméra et vous adresser aux Burkinabés particulièrement et aux Africains en général. Allez-y. Ok, on m'a donné la difficile mission de parler à l'Afrique. Ce que je peux vous dire, frères et sœurs africains, c'est que ne déléguons plus nos responsabilités. Que ce soit par rapport à la bourse, la monnaie, le CFA, par rapport à l'armement, à notre sécurité, ne déléguons plus. Parce que celui qui tient la force nous imposera sa force. Merci à vous, Monsieur Didier Awadi. Vous étiez donc l'invité de l'émission 5 sur 5 aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour ce numéro. Merci à vous pour votre constante fidélité. On se donne rendez-vous une très prochaine fois pour un autre numéro. Très belle suite de programme sur la LCA.